Parlons maintenant de systèmes logiques qui permettent de construire des machines spécialisées et en particulier des microcontrôleurs. Les éléments de base sont des portes que l'on peut assembler pour former des blocs intermédiaires que l'on assemblera eux-mêmes pour faire des machines. Alors, le premier élément que l'on a déjà trouvé, c'est l'inverseur logique, qui a en fait deux états. L'entrée peut valoir 0 et 1. La sortie est tout simplement l'inverse. Si c'est un 0, on a 1. Si c'est 1, c'est un 0. L'élément suivant que tout le monde connaît, c'est la porte R, avec 4 possibilités. Je note A, B, je pourrais continuer s'il y avait plus d'entrées. J'ai une sortie S. Les combinaisons possibles, on les note selon la numérotation binaire habituellement. Et puis la sortie est à 1 si les deux entrées sont à 1. Donc voilà la table de vérité de la fonction E que l'on peut réaliser avec des transistors qui s'appellent porte E. Et traditionnellement, on écrit A fois B pour cette porte E. La porte OU est aussi bien connue, je vous laisse faire la table de vérité. On utilise le signe plus. Et le dernier élément de base, c'est la porte OU exclusif. En anglais, XOR, qui dit l'un ou l'autre, mais pas les deux. Il y a d'autres portes, puisqu'on voit qu'il pourrait y avoir d'autres tables de vérité. Mais c'est là que les systèmes logiques montrent que toutes ces portes peuvent être générées à partir uniquement de l'inverseur et de la porte E. Mais il faut quand même avoir bien présent dans l'esprit l'existence de ces 4 fonctions que l'on va retrouver en programmation, mais avec des notations naturellement qui ne sont pas inspirées de l'âge où on pouvait taper avec la machine à écrire un O par-dessus un plus. Un C, on a le tilde pour dire que c'est l'inverse logique, on a le et logique, c'est normal, on a la barre verticale qui veut dire le ou, et puis le petit chapeau qui veut dire ou exclusif. Alors, un élément un peu plus complexe serait un aiguillage. Alors, on connaît bien les aiguillages électriques, hein, qui permettent d'amener le courant de 2 sources différentes avec un interrupteur mécanique qui bouge. Eh bien, on a besoin de la même fonction, dans le fond, au niveau des circuits logiques. Vous avez une entrée A, une entrée B. On aimerait envoyer sur la sortie S soit A si I vaut 0, soit B si I vaut 1. Et dans cette mauvaise figure que j'ai agrandie d'une page d'un catalogue de circuits intégrés, eh bien, vous voyez que c'est utilisé pour décrire le comportement d'une interface. Le processeur va recevoir un signal qui vient de cette source ou de celle-là en fonction d'une condition logique, et ce signal va être réutilisé plus loin. C'est le langage, dans le fond, pour comprendre les schémas logiques. Donc, comment est-ce que je peux convertir la description verbale que j'ai faite tout à l'heure sous forme d'une équation? Eh bien, je vais écrire S est égal à, si I vaut 0, c'est I bar qui est actif, fois A, condition est,
plus, si I est à 1, on va prendre le signal B fois B. Et là, on va trouver une porte L, on va trouver une porte OU. C'est le dessin qui est ici. I a été transposé en I bar. Si on ne veut pas dessiner l'inverseur, on peut mettre un petit rond directement avec I. Ici, on aura I bar. Voilà de nouveau un autre exemple de notation. Les multiplexeurs sont les aiguillages à plus d'entrées. Et si vous imaginez une mémoire de 1 GB, eh bien, il faut un aiguillage de 1 MB position pour choisir le mot mémoire qui vous intéresse. Naturellement, ça va se construire d'une façon électronique un petit peu plus astucieuse et plus rapide qu'avec les systèmes logiques que l'on vient d'évoquer. Les démultiplexeurs vont en sens inverse. C'est des aiguillages en pointe, disent les CFF. Vous avez encore des décodeurs, et le décodeur 7 segments qui permet de convertir un nombre, un groupe de bits dans l'affichage d'un segment de segment est un exemple bien connu. Et tous ces éléments sont appelés des éléments combinatoires. Vous les retrouverez dans la prochaine leçon. Évoquons maintenant les éléments séquentiels. Et je vous remontre deux inverseurs, l'un derrière l'autre. Si j'ai un 0 sur l'entrée de cet inverseur, on va trouver un 1 à sa sortie. Le 1 va être de nouveau inversé, on aura un 0. Si j'ai par contre un 1, eh bien inversé, ça va devenir un 0. Et on va retrouver un 1. Et étant donné que j'ai chaque fois la même chose en entrée et en sortie, eh bien je peux boucler cet élément et il sera stable. À l'enclenchement, je ne sais pas quelle valeur il va prendre. C'est l'élément mémoire le plus simple que l'on peut réaliser sous forme électronique, que l'on peut dessiner avec les inverseurs comme cela, que l'on peut dessiner encore en faisant apparaître une certaine symétrie. Ici, la symétrie est meilleure et nous prépare dans le fond à dire mais cet élément mémoire, j'aimerais pouvoir le modifier. Si j'ai un 1 ici, ben j'aimerais avoir un 0 par exemple ou l'inverse. Donc si maintenant vous considérez cette porte OU, si vous avez un 0 sur ces entrées, la porte OU avec cette petite inversion de 20, c'est exactement l'équivalent de l'inverseur qu'on a vu ici. Mais l'intérêt de la porte OU, c'est que si maintenant vous insérez, vous forcez un état logique 1 sur cette entrée, à travers la porte OU, vous allez trouver un 1. Vous vous trouvez ici avec un 1, mais un 0 de ce côté. 0, 0 sur une porte OU, ça fait un 0. Le 0 vient ici et on retrouve un 1. Ce qui veut dire que lorsque le signal 7 aura disparu, eh bien, vous aurez toujours le serpent qui se mord la queue, toujours la porte qui reste stable. Donc ça, c'est la bascule la plus fameuse du début des ordinateurs et des systèmes logiques. La bascule RS, on ne s'intéresse plus à savoir comment elle est câblée avec des portes E, des portes OU, des inverseurs. On a une fonction bascule avec deux sorties, une sortie Q et puis la sortie inverse Q bar, une entrée de mise à 1, une entrée de remise à 0 qu'on appelle reset ou clear. Et cette bascule, on peut représenter son comportement sous forme d'un diagramme d'état. Il y a deux équilibres possibles, Q égale 0, Q égale 1. Il y a une entrée S ici qui, si elle est à 0, eh bien, elle ne va pas influencer l'état. Mais si S est égal à 1, on va basculer, on va passer dans l'état Q égale 1,
où on va rester que l'on ait S égale 0 ou que l'on ait S égale 1. Et puis maintenant, si on veut faire champ d'état, eh bien, il faudra agir sur l'entrée R, qui par défaut, elle est à 0. Et de nouveau, eh bien, on va atterrir de l'autre côté avec un état R qui est indifférent, égal 0 ou égal à 1. Donc, ce qui nous intéresse, ben, c'est de savoir qu'avec l'état S égale 1, R égale 1, on peut faire basculer. Et puis maintenant, si vous posez la question, que se passe-t-il si on agit simultanément sur S et sur R? Eh bien, on ne doit pas le faire. Comme avec une bascule d'enfant, vous la faites basculer d'un côté ou de l'autre. Si vous agissez des deux côtés à la fois, vous la cassez et on vous dit qu'il ne fallait pas faire. Voilà pour une explication. Alors, encore un aspect de cette bascule, c'est que elle va être réalisée avec de l'électronique. Et puis, l'électronique a toujours un certain temps de retard. Donc, au moment où on agit sur la sortie S, statiquement, vous avez la sortie qui va passer à l'état 1 et y rester jusqu'à ce qu'il y ait une autre action de l'autre côté. Alors, vu à l'oscilloscope, si vous avez un signal d'entrée 7 qui est aussi parfait que ça, souvent il y a des petits arrondis, eh bien la sortie va évoluer avec un certain retard. Et si vous regardez à très haute fréquence, eh bien vous verrez toujours un arrondi dû à des capacités parasites qui existent partout et puis que l'on essaye de minimiser, où il faut faire attention uniquement quand on travaille à très haute fréquence, ce qui n'est pas notre préoccupation. On vient de voir une première bascule bistable, la bascule RS. En système logique, il existe plusieurs types de bascules. On va se contenter d'en étudier une seule, la bascule D, avec laquelle on peut déjà faire beaucoup de choses, en particulier des registres à décalage et des compteurs. À quoi ressemble une bascule D? Eh bien, c'est une bascule RS dans laquelle on a rajouté de la logique pour avoir un signal qui s'appelle clock et qui a une caractéristique nouvelle. Ce signal n'est pas statique comme on l'a vu pour le set et le reset. C'est un signal qui est dynamique, qui va être sensible à une transition. C'est lorsque le signal passe de l'état 1 à l'état 0 que l'entrée D va être échantillonnée et copiée sur la sortie. Donc le diagramme d'état montre cette fonctionnalité. Au moment du flanc montant de l'horloge, l'entrée D est échantillonnée. Il faut qu'elle soit un petit peu stable avant, un petit peu stable après, mais c'est des microsecondes ou des nanosecondes même actuellement. Entre-temps, la valeur peut être quelconque. C'est au prochain instant d'horloge que la nouvelle valeur sera échantillonnée et transférée. Alors ici, on avait un 0. Ce 0 est transféré sur la sortie. Ici, on avait un 1. Il est transféré sur la sortie. Ici, on avait de nouveau un 1. L'état est maintenu à 1. Donc, on voit qu'il y a des concepts très importants. Le concept d'élément statique qui va être dominant. L'horloge dynamique qui agit à une transition. Et puis, les signaux qui sont échantillonnés, qui doivent juste exister, être valables à l'instant du transfert. Plusieurs de ces bascules côte à côte, eh bien, on a ce qu'on appelle un registre parallèle. Si vous avez par exemple l'information 101 sur les entrées, à l'instant d'horloge, vous allez retrouver cette information
101 sur les sorties et l'information peut changer sur les entrées. Ça n'aura pas d'effet sur les sorties. Alors c'est vraiment un élément mémoire que l'on va retrouver partout. On ne va pas le dessiner avec des bascules. On va dessiner un rectangle, un faisceau d'entrée 8 bits, mais ça peut être différent, un faisceau de lignes en sortie et cette fameuse horloge qui va faire le transfert de l'entrée sur la sortie. On peut aussi brancher ces bascules l'une derrière l'autre et ce qui va se passer, c'est que au premier instant d'horloge, qui se répète partout, eh bien, l'entrée va être copiée sur la sortie. L'entrée de la bascule suivante, on ne le connaît pas puisque je ne vous ai pas dit que toutes les bascules avaient été remises à zéro initialement. Ça va être copié tel quel sur la sortie et de même sur Q3. Alors l'information que l'on a assignée, elle va se propager petit à petit d'une bascule à l'autre. Et puis ensuite, on avait programmé un qui va aussi se propager d'une bascule à l'autre. Et on va retrouver en sortie, en fait, la séquence que l'on a entrée 3 impulsions d'horloge plus tôt. Donc c'est un élément ça que l'on retrouvera beaucoup pour transmettre de l'information en particulier, puisqu'il suffit d'avoir 2 lignes seulement pour transférer des mots d'une longueur absolument quelconque. Voilà une autre réalisation intéressante avec la bascule bistable. On a une horloge comme d'habitude. La sortie Q est connectée à l'entrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai un 0 sur cette bascule, la sortie Q bar est inversée. On trouve cette valeur inversée sur l'entrée. Donc au prochain coup d'horloge, il va y avoir un transfert sur la sortie, inversion, et puis on a une bascule qui mérite son nom de bascule, puisqu'elle va changer d'état à chaque transition de l'horloge. Donc on a fait en fait un diviseur par 2, et si on sait faire un diviseur par 2, eh bien on va faire un petit train de diviseur par 2 et connecter ça de façon à faire un compteur binaire. Donc la première bascule passe à 1 au premier coup d'horloge, elle passe à 0 au deuxième coup d'horloge, et c'est à ce moment-là que la bascule suivante devrait être activée. Donc la sortie, c'est un flanc montant qui active la bascule. Donc sur la sortie ici, Q1, on a un flanc descendant, mais sur la sortie inverse, on a un flanc montant. Donc le diagramme des temps ici vous montre que à chaque flanc descendant, on a action sur l'étage suivant et on va compter en binaire. Donc on a fait un compteur binaire, ces valeurs décimales ne nous intéressent en fait pas. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'au moment où on a l'état 1, 1, 1, et qu'on envoie une impulsion d'horloge, la première bascule change, agit sur l'horloge la suivante qui change, agit sur la suivante qui change pour qu'on ait le 0 qui apparaît ici, ensuite là, mais vous voyez qu'il y a un certain retard, un temps de propagation qui n'est pas du tout souhaitable parce que ça va ralentir en fait le processeur. Donc c'est là que les systèmes logiques interviennent pour trouver des solutions un petit peu plus élégantes, un peu plus efficaces pour un registre à décalage. Un petit exercice pour terminer. On a câblé 2 bascules. Vous reconnaissez ici un petit élément de registre à décalage. Vous reconnaissez ici la rétroaction du compteur par 2. Comment ce système va évoluer? L'habitude, c'est de noter les états successifs. Et puis, quand on recommence au début,
eh bien, on ne va pas réécrire toute la séquence des états. Donc ici, il y a 3 états successifs. Là, il y a 4 états successifs. Eh bien, réfléchissez un petit peu et répondez à la question. Ok, la réponse, eh bien, si on essaye de l'analyser un petit peu, ici, le 0 de la première bascule, c'est un 1 sur la bascule suivante. Donc, le Q1 va se recopier sur la bascule Q2. Et là, déjà, on voit que c'est manifestement faux. Par contre, la sortie Q2 qui était à 0 est effectivement copiée sous la forme d'un 1 sur la bascule Q1. Donc, cette séquence est correcte. Ici, le transfert est correct. Ensuite, le 0 qui est inversé se retrouve sous forme d'un 1. Le 1 est inversé se retrouve sous forme d'un 0. Le 1 inversé va se retrouver au début de la séquence, de même que le 0. Et on a fait la boucle, on a un compteur par 4 selon une séquence que l'on retrouvera aussi, puisqu'on peut remarquer qu'il y a un seul bit qui change à chaque transition. Voilà, on a une petite idée de ce qu'on peut faire avec des systèmes logiques. Et maintenant, il nous faudra continuer la complexité pour arriver à un microprocesseur et un microcontrôleur.